Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Je suis ravie d'être avec vous pour une nouvelle émission ensemble sur Voyage au bout de la nuit. Et ce soir, je vous propose de vous faire découvrir un roman. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Et pour une fois, c'est vrai que ça fait du bien parfois de découvrir avec vous des romans sur ce canapé. Alors, il s'agit de Germinie Lacerteux, de Edmond et Jules de Goncourt. Alors, peut-être que vous connaissez de nom les frères Goncourt, qui sont des romanciers du 19e siècle et qui font partie du style naturalisme. Sachez que l'un des frères, donc Edmond, c'est le fondateur de l'Académie Goncourt, qui décerne chaque année le prix de ce même nom. Alors ce soir, c'est avec Germinie Lacerteux que nous passons la soirée. Je vous préviens, c'est un roman assez sombre puisqu'il conte la mortelle descente dans l'alcool de Germinie Lacerteux. Et c'est un personnage qui serait inspiré de leur servante, qui s'appelait Rose, dont les Goncourt ont découvert une double vie après la mort. Alors je vous propose que l'on commence tout de suite. J'entame la lecture au chapitre 1. Germinie Lacerteux, je vous le rappelle, des frères Goncourt. N'hésitez pas à réagir avec moi avec le hashtag VBN. Chapitre 1. Sauvée. Nous voilà donc sauvés, mademoiselle, fit avec un cri de joie la bonne qui venait de fermer la porte sur le médecin. Et se précipitant vers le lit où était couchée sa maîtresse, elle se mit avec une frénésie de bonheur et une furie de caresses à embrasser, par-dessus les couvertures, le pauvre corps tout maigre de la vieille femme, tout petit dans le lit, trop grand comme un corps d'enfant. La vieille femme lui prit silencieusement la tête dans ses deux mains, la serra contre son cœur, poussa un soupir et laissa échapper « Allons, il faut donc vivre encore ». Ceci se passait dans une petite chambre dont la fenêtre montrait un étroit morceau de ciel coupé de 3 noirs tuyaux de tôle, des lignes de toit, et au loin, entre 2 maisons qui se touchaient presque, la branche sans feuilles d'un arbre qu'on ne voyait pas. Dans la chambre, sur la cheminée, posée dans une boîte d'acajou carrée, une pendule au large cadran, aux gros chiffres, aux heures lourdes. À côté du flambeau, fait de 3 cygnes argentés, tendant leur col autour d'un carquois doré, était sous verre. Près de la cheminée, un fauteuil à la Voltaire, recouvert d'une de ces tapisseries à dessins de damier que font les petites filles et les vieilles dames, étendait ses bras vides. 2 petits paysages d'Italie dans le goût de Bertin, une aquarelle de fleurs avec une date à l'encre rouge en bas, quelques miniatures pendaient, accrochées au mur. Sur la commode d'acajou d'un style empire, un temps en bronze noir et courant, sa faux en avant servait de porte-montre aux chiffres de diamants sur émail bleu entouré de perles. Sur le parquet, un tapis flammé allongeait ses bandes noires et vertes. À la fenêtre et au lit, les rideaux étaient d'une ancienne perse à dessins rouges sur fond chocolat. À la tête du lit, un portrait s'inclinait sur la malade et semblait du regard peser sur elle. Un homme, aux traits durs, y était représenté, dont le visage sortait du haut collet d'un habit de satin vert et mousseline mollement nouée autour des têtes par la mode des premières années de la Révolution. La vieille femme couchée dans le lit ressemblait à cette figure. Elle avait les mêmes sourcils épais, noirs, impérieux, le même nez aquilin, les mêmes lignes nettes de volonté, de résolution, d'énergie. Le portrait semblait se refléter sur elle comme le visage d'un père sur le visage d'une fille. Mais chez elle, la dureté des traits était adoucie par un rayon de rude bonté, je ne sais quelle flamme de mal et de charité masculine. Le jour qui éclairait la chambre était un de ces jours que le printemps fait, lorsqu'il commence le soir vers les 5 heures. Un jour qui a des clartés de cristal et des blancheurs d'argent. Un jour froid, virginal et doux, qui s'éteint dans le rose du soleil avec des pâleurs de limbe.
Le ciel était plein de cette lumière d'une nouvelle vie, adorablement triste, comme la terre encore dépouillée et si tendre qu'elle pousse le bonheur à pleurer. Eh bien, voilà ma bête qui pleure, dit au bout d'un instant la vieille femme en retirant ses mains mouillées sous les baisers de sa bonne. Ah, ma bonne demoiselle, je voudrais toujours pleurer comme ça, c'est si bon. Ça me fait revoir ma pauvre mère et tout, si vous saviez. Va, va, lui dit sa maîtresse en fermant les yeux pour écouter. Dis-moi ça. Ah, ma pauvre mère. La bonne s'arrêta. Puis avec le flot de paroles qui jaillit des larmes heureuses, elle reprit, comme si dans l'émotion et l'épanchement de sa joie, toute son enfance refluait à son cœur. La pauvre femme. Je la revois la dernière fois qu'elle est sortie pour me mener à la messe. Un 21 janvier, je me rappelle. On lisait dans ce temps-là le testament du roi. Ah, elle en a eu des mots pour moi, maman. Elle avait 42 ans quand elle a été pour m'avoir. Papa l'a fait assez pleurer. Nous étions déjà 3 car il n'y avait pas tant de pain à la maison et puis il était fier comme tout. Nous n'aurions eu qu'une causse de pois qu'il n'aurait jamais voulu des secours du curé. Ah, non, on ne mangeait pas tous les jours. Ça ne fait rien. Pour tout ça, maman m'aimait un peu plus et elle trouvait toujours dans des coins un peu de graisse ou de fromage pour mettre sur mes tartines. Je n'avais pas 5 ans quand elle est morte. Ce fut notre malheur à tous. J'avais un grand frère qui était blanc comme un linge avec une barbe toute jaune. Et bon, vous n'avez pas l'idée, tout le monde l'aimait. On lui avait donné des noms. Les uns l'appelaient Bouddha, je ne sais pas pourquoi. Les autres Jésus-Christ. Ah, c'était un ouvrier celui-là. Il avait beau avoir une santé de rien du tout. Au petit jour, il était toujours à son métier. Parce que nous étions tisserands, faut vous dire. Et il ne démarrait pas avec sa navette jusqu'au soir. Et honnête avec ça, si vous saviez, on venait de partout lui apporter son fil. Et toujours sans peser. Il était très ami avec le maître. Et c'était lui qui faisait les sentences au carnaval. Mon père, lui, c'était autre chose. Il travaillait un moment, 1 heure comme ça, et puis il s'en allait dans les champs. Et puis quand il rentrait, il nous battait, et fort. Il était comme fou. On disait que c'était être poitrinaire. Heureusement qu'il y avait là mon frère. Il empêchait ma seconde sœur de me tirer les cheveux, de me faire du mal, parce qu'elle était jalouse. Il me prenait toujours par la main pour aller voir jouer aux quilles. Enfin, il soutenait à lui seul la maison. Pour ma première communion, en donna-t-il de ses coups de battant. Ah, il en a bâti de l'ouvrage pour que je fusse comme les autres, avec une petite robe blanche où il y avait un tuyauté et un petit sac à la main. On portait alors de ça. Je n'avais pas de bonnet. Je m'étais fait, je me souviens, une jolie couronne avec des faveurs et de la moelle blanche qu'on retire en écorçant de la canette. Il y en a beaucoup chez nous dans les places où on met rouillir le chanvre. Voilà un de mes bons jours ce jour-là. Avec le tirage des cochons à Noël et les fois où j'allais aider pour accoler la vigne, c'est au mois de juin, vous savez. Nous en avions une petite, au haut de Saint-Hilaire. Il y eut ces années-là, une année bien dure. Vous vous rappelez, mademoiselle? La grêle de 1828 qui perdit tout. Ça alla jusqu'à Dijon. Et plus loin, on fut obligé de faire du pain avec du son. Mon frère alors s'abîma le travail. Mon père, qui était à présent toujours dehors à courir dans les champs, nous rapportait quelquefois des champignons. C'était de la misère tout de même. On avait plus souvent faim qu'autre chose. Moi, quand j'étais dans les champs, je regardais si on ne me voyait pas. Je me coulais tout doucement sur les genoux. Et quand j'étais sous une vache, jetais un de mes sabots et je me mettais à la traire. Dame, il n'aurait pas fallu qu'on me prie. Ma plus grande sœur était en service chez le maire de l'enclos et elle envoyait à la maison ses 80 francs de gage. C'était toujours autant. La seconde travaillait à la couture chez les bourgeois.
Mais ce n'était pas les prix d'à présent. Alors on allait de 6 heures du matin jusqu'à la nuit pour 8 sous. Avec ça, elle voulait mettre de côté pour s'habiller à la fête le jour de Saint-Rémy. Ah, voilà comme on est chez nous. Il y en a beaucoup qui mangent 2 pommes de terre par jour pendant 6 mois pour savoir une robe neuve ce jour-là. Les mauvaises chances nous tombaient de tous les côtés. Mon père vint à mourir. Il avait fallu vendre un petit champ et un homme de vigne qui, tous les ans, nous donnait un tonneau de vin. Les notaires, ça coûte. Quand mon frère fut malade, il n'y avait rien à lui donner à boire, que du râpé sur lequel on jetait de l'eau depuis 1 an. Et puis il n'y avait plus de linge pour le changer. Tous nos draps de l'armoire où il y avait une croix d'or dessus, du temps de maman, c'était parti. Et la croix aussi. Là-dessus, avant d'être malade alors, mon frère s'en va à la fête de Clemfond. Il entend dire que ma sœur a fait sa faute avec le maire où elle était. Il tombe sur eux qui disaient cela. Ils n'étaient guère forts. Eux, ils étaient beaucoup. Ils le jetèrent par terre et, quand il fut par terre, ils lui donnèrent des coups de sabot dans le creux de l'estomac. On nous le rapporta comme mort. Le médecin le remit pourtant sur pied et nous dit qu'il était guéri. Mais il ne fit plus que traîner. Je voyais qu'il s'en allait, moi, quand il m'embrassait. Quand il fut mort, le pauvre cher Palot, il fallut que Cadet Ballard y mit toutes ses forces pour m'enlever de dessus le corps. Tout le village, le maire et tout alla à son enterrement. Ma sœur, n'ayant pu garder sa place chez ce maire à cause des propos qu'il lui tenait, et étant partie se placer à Paris, mon autre sœur le suivit. Je me trouvais seule. Une cousine de ma mère me prit alors avec elle à Damblin. Mais j'étais toute déplantée là, je passais les nuits à pleurer. Et quand je pouvais me sauver, je retournais toujours à notre maison. Rien que de voir de l'entrée de notre rue, la vieille vigne à notre porte, ça me faisait un effet. Il me poussait des jambes. Les braves gens qui avaient acheté la maison me gardaient jusqu'à ce qu'on vînt me chercher. On était toujours sûrs de me retrouver là. À la fin, on écrivit à ma sœur de Paris que, si elle ne me faisait pas venir auprès d'elle, je pourrais bien ne pas faire de vieux os. Le fait que j'étais comme de la cire. On me recommanda au conducteur d'une petite voiture qui allait tous les mois de Langres à Paris. Et voilà comme je suis venue à Paris. J'avais alors 14 ans. Je me rappelle que pendant tout le voyage, je couchais tout habillée parce qu'on me faisait coucher dans la chambre commune. Et en arrivant, j'étais couverte de poux. Chapitre 2. La vieille femme resta silencieuse. Elle comparait sa vie à celle de sa bonne. Mademoiselle de Varandeuil était née en 1782. Elle naissait dans un hôtel de la rue Royale et Mesdames de France la tenaient sur les fronts baptismaux. Son père était de l'intimité du comte d'Artois, dans la maison duquel il avait une charge. Il était de ces chasses et des familiers devant lesquels, à la messe qui précédait les chasses, celui qui devait être Charles X pressait l'officiant en lui disant à mi-voix « Psst, psst, avale vite ton bon Dieu ». Monsieur de Varandeuil avait fait un de ces mariages auxquels son temps était habitué. Il avait épousé une façon d'actrice, une cantatrice qui, sans grand talent, avait réussi au concert spirituel, à côté de Madame Taudy, de Madame Ponteuil et de Mademoiselle Saint-Huberti. La petite fille, née de ce mariage en 1782, était de pauvre santé, laide, avec un grand nez déjà ridicule, le nez de son père dans une figure grosse comme le poing. Elle n'avait rien de ce qu'aurait voulu d'elle la vanité de ses parents. Sur un fiasco qu'elle fit à 5 ans, au fortepiano, à un concert donné par sa mère dans son salon. Elle fut reléguée parmi la domesticité. Elle n'approchait qu'1 minute. Le matin, sa mère, qui se faisait embrasser par elle sous le menton pour qu'elle ne dérangeât pas son rouge. Quand la Révolution arrivait,
Monsieur de Varandeuil était, grâce à la protection du comte d'Artois, payeur des rentes. Madame de Varandeuil voyageait en Italie où elle s'était faite envoyer sous le prétexte de soigner sa santé, abandonnant à son mari le soin de sa fille et d'un tout jeune fils. Madame, les soucis sévères du temps, les menaces grondant contre l'argent et les familles maniant l'argent. Monsieur de Varandeuil avait un frère, fermier, général. Ne laissait guère à ce père très égoïste et très sec le loisir de cœur nécessaire pour s'occuper de ses enfants. Par là-dessus, la gêne commençait à entrer dans son intérieur. Il quittait la rue Royale et venait habiter l'hôtel du Petit Charolais, appartenant à sa mère encore vivante, qui le laissait s'y établir. Les événements marchaient. On était au commencement des années de guillotine, lorsqu'un soir, dans la rue Saint-Antoine, il marchait derrière un colporteur, criant le journal « Au voleur, au voleur !» Le colporteur, selon l'habitude du temps, faisait l'annonce des articles du numéro. Monsieur de Varandeuil entendit son nom, mêlé à des B, à des J, F. Il acheta le journal et il lut une dénonciation révolutionnaire. Quelque temps après, son frère était arrêté et enfermé à l'hôtel Talaru avec les autres fermiers généraux. Sa mère, prise de terreur, avait vendu follement pour le prix des glaces l'hôtel du Petit Charolais où il logeait, payé en assignats. Elle était morte de désespoir devant la baisse croissante du papier. Heureusement, Monsieur de Varandeuil obtenait des acquéreurs qui ne trouvaient pas à louer, la permission d'habiter les chambres servant autrefois aux gens d'écurie. Il se réfugiait là, sur les derrières de l'hôtel, dépouillait son nom, affichait à la porte, selon qu'il était ordonné, son nom patronymique de rouleau, sous lequel il enterrait le de Varandeuil, et l'ancien courtisan du comte d'Artois. Il y vécut solitaire, effacé, enfoui, cachant sa tête, ne sortant pas, rasé dans son trou, sans domestique, servi par sa fille et lui laissant tout faire. La terreur se passa pour eux dans l'attente, le tressaillement, l'émotion suspendue de la mort. Tous les soirs, la petite allait écouter par une lucarne grillée les condamnations du jour, la liste des gagnants à la loterie de Sainte-Guillotine. À chaque coup frappé à la porte, elle allait ouvrir en croyant qu'on venait prendre son père pour le mener sur la place de la Révolution, où son oncle avait été déjà mené. Vint le moment où l'argent si rare, qui ne donna plus le pain. Il fallut l'enlever presque de force à la porte des boulangers. Il fallut le conquérir par des heures passées dans le froid et le vif des nuits, dans la presse et l'écrasement des foules, faire que des 3 heures du matin. Le père ne se souciait pas de se risquer dans cet amas de peuple. Il avait peur d'être reconnu, de se compromettre avec une de ces foucades qui aurait échappé n'importe où à la fougue de son caractère. Puis il reculait devant l'ennui et la dureté de la corvée. Le petit garçon était encore trop petit. On l'eût écrasé. Ce fut à la fille que revint la charge de gagner chaque jour le pain des 3 bouches. Elle le gagna. Son petit corps maigre, perdu dans un grand gilet de tricot à son père, un bonnet de coton enfoncé jusqu'aux yeux. Les membres serrés pour retenir un reste de chaleur, elle attendait en grelottant, les yeux meurtris de froid. Au milieu des bousculades et des poussées, jusqu'au moment où la boulangère de la rue des Francs-Bourgeois lui mettait dans les mains un pain que ses petits doigts, raides d'onglets, avaient à peine à saisir. À la fin, cette pauvre petite fille qui revenait tous les jours avec sa figure de souffrance et sa maigreur qui tremblait, apitoyait la boulangère. Avec la bonté d'un cœur de peuple, aussitôt que la petite apparaissait dans la longue queue, elle lui envoyait par son garçon le pain qu'elle venait chercher. Mais un jour, comme la petite allait le prendre, une femme jalouse du passe-droit
et de la préférence, donnait à l'enfant un coup de sabot qui la retint près d'1 mois au lit. Mademoiselle de Varandeuil en porta la marque toute sa vie. Pendant ce mois, la famille fut morte de faim, sans une provision de riz qu'avait eu la bonne idée de faire une de leurs connaissances, la comtesse d'Auteuil, et qu'elle voulut bien partager avec le père et les 2 enfants. Monsieur de Varandeuil se sauvait ainsi du tribunal révolutionnaire par l'obscurité d'une vie enterrée. Il y avait échappé encore pour les comptes de sa place qu'il devait rendre et qu'il avait eu le bonheur de faire ajourner et remettre de mois en mois. Puis aussi, il repoussait la suspicion par des animosités personnelles contre des grands personnages de la cour, par des haines que beaucoup de serviteurs de princes avaient puisées auprès des frères du roi contre la reine. Toutes les fois qu'il avait eu l'occasion de parler de la malheureuse femme, il avait eu des paroles violentes, amères, injurieuses, d'un accent si passionné et si sincère qu'elle lui avait presque donné l'apparence d'un ennemi de la royauté, en sorte que ceux pour lesquels il n'était que le citoyen rouleau le regardaient comme un patriote, et que ceux qui le connaissaient sous son ancien nom l'excusaient presque d'avoir été ce qu'il avait été, un noble, l'ami d'un prince de sang et un homme en place. C'est ainsi que se termine cette première lecture de Germinie Lacerteux. Je vous le rappelle que ce personnage a été inspiré par celle qui travaillait chez les frères Goncourt à l'époque et qui malheureusement va sombrer dans l'alcool. C'est ce que nous allons voir plus tard lors d'un prochain voyage. Alors d'ici là, plusieurs choses. Vous pouvez me retrouver sur mon blog tous les jours, Something About Victoria, pour suivre toute mon actualité artistique, mais aussi bien d'autres choses, puisqu'on parle de mode, de voyage, de lifestyle, bref, allez faire un tour. Et puis si vous souhaitez voir ou revoir ces émissions, eh bien, connectez-vous sur le site d8.tv, rubrique Voyage au bout de la nuit, et puis envoyez-nous vos commentaires, vos impressions, vos coups de cœur. Avec le hashtag VBN, vous pouvez réagir avec moi sur Twitter et Facebook. J'attends vos réactions. Merci à l'équipe technique de Voyage au bout de la nuit. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt sur ce canapé que vous aimez tant, je sais.